Mais je n'ai D'accord. jamais dit à personne que j'étais milliardaire. Pourquoi tu as choisi l'Afrique? Quand on sait que tu es parti jeune, Ouais. donc je suppose que tu avais l'anglais, tu avais le système, tu aurais pu, en plus avec ta vision qui n'est pas forcément comprise, Bien sûr. mais c'est en train de venir en Bien sûr, Afrique, bien sûr. peut-être que ça allait directement correspondre aux États-Unis. Bon, Pourquoi tu décides de rentrer? moi, c'est vrai, c'est un beau pays, mais je n'étais pas à 100% bien là-bas parce que je me dis que c'est pas mon pays. C'est le pays des gens. Ils ont souffert, ils ont réfléchi, ils ont construit leur pays. Et tout, la vie d'un homme, ça se résume à son héritage, à son legacy. Qu'est-ce qu'il laisse? Donc, je peux pas, en tant qu'un homme, laisser mon pays, aller profiter des opportunités ou de vivre dans un autre pays que d'autres personnes ont construit. Donc, si j'ai quelque chose à faire, si j'ai des capacités, si je peux monter une entreprise qui pourra aider certaines personnes, il faut que je le fasse pour mon pays. Au moins, je participe au développement de ce pays-là, donc je peux laisser quand même un héritage que d'autres personnes pourront prendre pour avancer, parce que il y a une certaine concurrence saine, hein, une concurrence de pays, de développement et tout ça, et c'est ce qui me motive à mettre toutes mes compétences au service de mon propre pays, au service de la jeunesse. Là, je suis venu, j'ai fait le petit poteau, ça a révélé beaucoup de jeunes stars, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a déclenché l'industrie sportive en Côte d'Ivoire et c'est ce qui me fait plaisir. Je préfère faire ça que d'aller faire ça aux États-Unis. Voilà. Une chose est sûre, tu as bien fait de revenir, Yeah. parce que tu as mis un coup de pied dans la fourmilière, Yeah. tu as débloqué beaucoup de choses, Beaucoup de que ça choses. soit dans le tchin-tchin, que ça soit dans le football en général, Partout. mais également dans le mindset de beaucoup de Beaucoup jeunes de qui se personnes. sont dit, mais finalement, on a le même âge, Bien peut-être sûr. qu'on se ressemble. Bien sûr. Regarde ce qu'il arrive à faire. Alors, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu rentres en grande pompe, avec tout le folklore qui vient avec. Milliardaire, footballeur et tout. Avec le recul, est-ce que c'était une stratégie? Ou est-ce que ça faisait partie d'une stratégie précise? Bon, oui, il y a plein d'éléments qui faisaient partie d'une stratégie dans tout ce folklore que vous avez cité, mais il y a aussi d'autres éléments de surprise auxquels je ne m'attendais pas. Donc, j'ai dû faire face. Donc, tu rentres en Côte d'Ivoire en tant que milliardaire. Non, pas en tant que milliardaire. J'ai jamais dit à personne que j'étais milliardaire. Ah, d'accord. Yeah. Ok. Ce sont les gens qui... Oui, les gens, ils ont vu. Moi, je savais pas que j'étais suivi parce qu'aux États-Unis, j'avais un train de vie vraiment élevé, un train de vie luxury. Donc, je savais pas que j'étais suivi par beaucoup d'Ivoiriens ici. Beaucoup de personnes me connaissaient jusqu'à ce que j'arrive. J'essaie de passer sur les plateaux télé, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui suivaient et qui m'attendaient vraiment, qui attendaient l'opportunité de démentir mon train de vie, en fait. Voilà. Sinon, donc... c'est eux qui m'ont donné l'étiquette de milliardaire. D'accord. Parce qu'ils m'ont vu dans un jet privé, parce qu'ils m'ont vu à Miami et tout ça. Donc, ils m'ont donné la casquette de milliardaire et maintenant ils ont commencé à me lapider avec des preuves qui montrent que je ne suis pas un milliardaire. Et je n'ai jamais dit à personne que j'étais milliardaire. Je dois reconnaître que cette partie, j'ai pas trop suivi. Yeah. Mais donc, si je veux comprendre, toi, depuis là-bas, tu vis ta vie normale. Tu ne te rends pas compte que les gens t'observent. Et quand tu décides de rentrer, eux-mêmes, ils disent, OK, voici le milliardaire qui rentre. Bien sûr. D'accord, OK. Mais est-ce que par ton côté visionnaire, tu as flirté un peu sur cette vague-là? Beaucoup même. Et moi, je voyais les attaques et j'étais content. Moi, ça me plaît quand je vois quelqu'un qui fait ça. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Donc, tôt ou tard, quel que soit ce qui se passe, j'aurai toujours la victoire. Je suis vainqueur par défaut. Donc, quand je vois quelqu'un qui s'élève là, qui vient et qui essaie de lancer des pics, tout ça, je regarde. Si ça m'arrange, j'essaie de répondre, ça enflamme mon corps. Et moi, j'ai un proverbe qui dit, c'est un proverbe anglais, appear weak when you're strong and appear strong when you're weak. Donc, quand je suis en position de force, je présente une position de faiblesse. Et ça permet aux gens de venir, et à la dernière minute, boum. D'accord, tu sautes dans le dos. Non, pas sortir dans le dos, mais c'est une manière de parler. Tu les surprends. Ouais, bien sûr. Parce que je veux leur donner une leçon qui est de se concentrer sur soi-même, sur ses propres objectifs, et sur son propre réseau, sur ses collaborations, au lieu de lancer des pics, attaquer quelqu'un qui vous a rien fait, en fait.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que cette façon de fonctionner à l'anglophone peut ne pas être comprise en Côte d'Ivoire? Quelle façon de fonctionner? Alors, l'Africain pense que faut vivre caché pour bien vivre et tout ça, et puis toi, tu viens avec le train de vie que tu n'as pas demandé puisque c'est comme ça que tu vivais là-bas, mais interprété sur place. Est-ce que tu t'es pas dit, je vais faire des plateaux de télé, par exemple, pour dire que non, pour démentir ton côté milliardaire? Tu as même dit que tu possédais un jet. Je sais pas Non, si j'ai c'est jamais vrai dit ou ça. faux. Ok. Donc les gens t'ont vu dans un jet, ils se sont dit c'est à lui. Il a tellement d'argent que ça doit être. Bon, yeah, mais j'ai toujours dit que je peux pas posséder un jet, mais moi-même là maintenant, je veux pas. Il y a trop de coûts, il y a trop de choses qui entrent en compte. Et donc, voilà. Moi, je peux pas aussi passer mon temps à démentir tout ce que les gens disent. Mais du moment où ça m'arrange, moi, ça me gêne pas. Ouais. Il y a rien. Ok. C'est juste. Voilà. Est-ce que Maria Mobile faisait partie également du plan de communication, ou est-ce que vous étiez vraiment ensemble? On était ensemble, oui, dans le passé, oui, ouais. Là, on parle de quand tu arrives. Oui. Et puis, on va arriver à maintenant, le tchétchène. Non, mais on avait déjà rompu avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais, une fois sur place, vous n'avez pas joué un peu encore le couple, Non, je n'ai plus parlé avec elle depuis les États-Unis. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des contacts avec elle quand on sait que, après l'amour, c'est pas la guerre? Non, je n'ai plus de contact avec elle. Est-ce que éventuellement, même pour des partenariats, le travail? Non, pas vraiment. C'est coupé. D'accord. Ok. Alors, après ce passage-là, tu te lances dans l'entrepreneuriat. J'ai comme l'impression que tu as plein de projets que tu lances en même temps. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu trouves pas que ça fait trop en même temps? Non, pas du tout. Pourquoi tu lances autant, avant même de poser cette question-là qui peut-être serait peut-être la deuxième, pourquoi tu lances autant de projets en même temps? Ça, c'est une très bonne question. Je ne lance pas autant de projets. Je ne lance pas beaucoup de projets. Tout ce que je fais, ça fait partie d'un seul projet. D'accord. Il y a juste plusieurs divisions dans ce même projet-là. Et souvent, en fait, j'ai remarqué que tout ce que je fais, ça devient viral. Voilà. Il y a des choses que je n'ai pas lancées, mais du moment où je parle de ça, les gens pensent que j'ai lancé. C'est moi qui suis le porteur du projet, donc s'il y a une innovation ou quelque chose que j'ajoute dessus, c'est à moi d'en parler, c'est à moi de faire la publicité, voilà. Donc tout à l'heure, si j'ai dit, par exemple, quand on prend les cars, pendant notre compétition, on avait 2 cars climatisés qui transportaient les joueurs à chaque fois pendant les matchs. Ça, c'est un ajout sur le projet. Mais personne n'a dit que pourquoi tu lances les cars aussi en même temps, c'est beaucoup de projets. Non. Tout ce que je fais, c'est comme une toile, en fait. Tout est relié. Il y a beaucoup d'éléments dans un même projet. On n'a même pas encore fini de tout dérouler, en fait. Wow. On n'a pas encore fini avec de tout ce qui est déjà là. Avec, bon, tout ce que vous voyez déjà. On a beaucoup de choses encore à faire sortir. Beaucoup même. Donc, tout ça, ça fait partie d'un seul projet. Il est très grand. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis venu m'installer ici en Côte d'Ivoire pour dérouler ce projet-là. Il est très, très, très vaste, en fait. Quand on aura fini, j'aurais dit à tout le monde, OK, le projet est fini maintenant. Voilà, ça roule. OK. Alors, moi, je vais profiter pour poser mes propres questions. Comme je t'ai dit, tu es là parce que je te suis depuis longtemps. Tu es là parce que tu m'inspires. Merci. Tu es là parce que tu m'intrigues également. Et du coup, je pose les questions qui, moi, m'intriguent. Et puis après, on verra si par dérogation, on peut trouver d'autres questions. C'est quoi 13? Je vois 13 partout. 13. Et là, je viens même de me rendre compte que sur ta casquette, c'est 13. Yes, c'est quoi 13? C'est le nom de l'entreprise. Oui, je sais. Le nom du groupe. Ça vient d'où? Bon, moi, je suis né un 13. D'accord. Je suis né un 13 et je suis vraiment fan du chiffre 13. Voilà. D'accord. Surtout avec tout le mystère, il y a Kif No Beat, Didi B qui m'a vraiment fait aimer ce chiffre-là. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de raison mystique derrière. Non. Il n'y a pas de pacte qui a été fait avec un 13. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. OK. Donc 13, si je comprends bien, c'est le projet global. Bien sûr. Et puis, alors, de tête comme ça, il y a 13 Pay, il y a 13, il y avait un truc de cleaning que tu avais lancé à un moment, bien de sûr, nettoyage. 13 clean, ouais. 13 taxi. 13 taxi. Où on est 13 taxi? Moi, je suis dans le 13 taxi, je suis très intéressé de savoir. Bien sûr. Où on est 13 taxi. Actuellement, tout est prêt, mais il y a un petit problème technique au niveau de Google Play Store.
L'équipe technique a soumis déjà des applications dans le début qui ont fait sauter le compte et on est en train de résoudre ça avec Google présentement. Alors, Trust Taxi, si je comprends bien, c'est pas une structure, hein, c'est une plateforme. Bien sûr, c'est une application. C'est une application de mise en relation. Exactement. D'accord. À un moment donné, l'État avait mis une barrière de 10 millions ou de 100 Oui, millions. ça c'est les règlements, ouais. Je pense, ouais. C'est toujours appliqué? Oui, bien sûr. Bon, chacun, vous savez, dans le domaine du transport, vu que le VTC, les applications, c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'il y a une certaine, je pense que chaque acteur a des règlements à suivre en fait et qui sont vraiment particuliers en fonction des différentes personnes. Donc pour avoir l'autorisation de lancer sa boîte de VTC, il faut juste contacter le ministère, ils vont vous fournir des dossiers à remplir, tout ce qu'ils vous disent de faire, vous le faites et puis on pourra vous pouvez lancer. Ce que tu veux dire, c'est que ça dépend de la longueur de ta main. Bon, pas forcément. Je veux dire que il n'y a pas vraiment de réglementation fixe. Donc si je vous dis quelque chose, c'est pas forcément ce que tel acteur a fait la même chose pour pouvoir avoir l'autorisation. C'est un peu différent. Pour l'instant, c'est le ministère de Transport qui gère et c'est au ministère qu'il faut s'adresser pour savoir réellement ce qu'il faut pour lancer une application VTC. D'accord. Lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, par quel projet tu commences? Je commence par la CAM. Le projet de Tchin, anciennement appelé Tchin, maintenant CAM Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il était important pour toi, quand tu reviens, de lancer ce tournoi-là? Pas dans le sens où j'en avais déjà fait, donc je fais la compétition, mais est-ce qu'il y a des lacunes que tu as vues dans le système que tu as essayé de combler? Bien sûr. Des lacunes dans le système sportif, même pas forcément dans les petits poteaux, dans tout le système sportif, mais pour faire honneur au sport qui m'a bercé pendant mon enfance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même j'avais surnommé la compétition Tchin, parce que là où on jouait, on appelait ça Tchin. Et voilà, j'ai voulu m'investir beaucoup plus dans les petits poteaux. Je pouvais aller avec le grand poteau, avec d'autres sports, mais vu que c'est ce que j'ai joué depuis tout petit, j'ai préféré sortir ça de terre et puis rendre ça beaucoup plus professionnel. D'accord. Mais quelles étaient les lacunes que tu as pu identifier, que tu as essayé de régler? Bon, il y a... On peut pas vraiment parler de lacunes parce que c'était un sport qui était uniquement pratiqué dans les quartiers, tout ça. Donc c'était pas, au moins si c'était professionnel, on peut dire il y a certaines lacunes, mais c'était pas professionnel. Donc tout était à refaire en fait. Donc toi tu as voulu professionnaliser. Ouais, bien sûr. Moi j'ai voulu apporter l'intérêt, j'ai voulu apporter tout ce que les grandes compétitions sportives font déjà à cette compétition-là, à ce sport-là pour essayer de le développer. Ouais. Et franchement ça, moi c'est pour ça que je te tire le chapeau. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes considèrent le petit poteau. Parce qu'il y a un jeune qui est venu et qui leur a donné de la valeur individuellement, mais au sport de façon générale. Donc ça, vraiment, quel que soit ce qu'on pourra te reprocher, il faut qu'on t'attribue le fait que tu as revalorisé quelque chose qui se jouait dans la poussière et qui était même à la limite méprisé.